Bonsoir à tous, il va y avoir du sport sur NATV, le NASport Show comme tous les soirs, 20h, 22h. Gros programme ce soir avec du rugby, le journal du top 14, mais également un entretien exclusif Namédia avec le deuxième ligne du stade Rochelet, Rémi Piquet. On parlera football avec le 8e tour de la Coupe de France. On parlera également hockey sur glace avec le manager général des Boxers de Bordeaux, Stéphane Tartari, qui sera avec nous. Et puis un mot de nautisme à J-5 maintenant, du grand départ de la route du Rhum du côté de Saint-Malo. Le NASport Show, c'est parti. Et comme promis, on débute avec une large page rugby. Ce week-end, place à la 10e journée de Top 14. On vous donne le classement tout d'abord pour débuter cette émission, histoire de se le remettre en tête. Le Stade Toulousain, toujours leader avec déjà 9 points d'avance sur le second, le Stade Français. 3e, le Stade Rochelet. 4e, Toulon. 5e, Castres. 6e, le Racing 92. 7e, Clermont. 8e, l'Aviron Bayonnais. 9e, le Loup. 10e, Bordeaux-Bègles. 11e, le champion de France en titre, Montpellier. 12e, Pau. 13e, Perpignan. 14e, et Lanterne Rouge avec 12 points. Le CA Brive-Corrèze. Le calendrier maintenant de la 10e journée qui va donc démarrer samedi par une affiche entre le Stade Toulousain et le Stade Français. Il y aura également Brive face au Stade Rochelet à 17h. En même temps, Clermont-Bayonne et le Racing 92 face à Perpignan, de même que l'Au Rugby Castres Olympique. Le match décalé de samedi soir, ce sera le match 100% Nouvelle-Aquitaine entre la section paloise et l'Union Bordeaux-Bègles. Et puis dimanche à 21h05, le choc opposera le Rugby Club toulonnais à Montpellier pour les retrouvailles entre Philippe Saint-André et le Stade Mayol. On débute ce journal donc du top 14 du côté de La Rochelle avec un entretien exclusif Namédia. Notre journaliste Victor Pérez-Boucheron est allé hier du côté de l'Apivia Park à La Rochelle, rencontré lors du Média Day le deuxième ligne Rémi Piquet. On écoute cet entretien. Bonjour Rémi Piquet. Je sais même pas comment tu t'appelles, pardon. Victor. Salut Victor. Merci de nous accueillir ici à l'Apivia Park. Pour commencer, comment se passe votre début de saison ? Ça se passait bien. On a une petite baisse de régime en ce moment, mais on va essayer de corriger ça ce week-end. Et ça va, on est 3e au classement. Donc le classement est très serré entre la première et la 10e place. Donc il faut gagner les matchs à tout prix. Mais depuis le début de saison, on sent qu'on a un bon groupe et que ça se passe très bien avec les mecs. Donc il faut continuer ça malgré le départ des internationaux. On reviendra donc sur le plan sportif un petit peu plus tard dans l'interview. Vous avez rejoint, après être parti du stade, le stade justement en 2021, après le RC Vannes. Comment s'est passée votre acclimatation à votre retour ? C'était totalement nouveau pour moi parce qu'au final on arrive dans le centre, dans l'Apivia Park qui est vraiment une merveille de technologie. Il y a tout pour évoluer ici. Et, il restait quelques cadres, mais l'équipe avait vraiment changé. Après ouais, ça s'est très très bien passé parce que les mecs m'ont vite pris sous leurs ailes et puis m'ont un peu guidé. Donc ça s'est bien passé. J'ai passé une très très bonne première année où je me suis plutôt bien acclimaté avec 19 matchs. Donc un plutôt bon choix et plutôt content d'être de retour au Stade Rochelet. Donc un début de saison mi-figue mi-raisin, 5 victoires, 4 défaites. Notamment le week-end dernier face à Pau sur le score qu'on connaît, donc 21-38. Quelle est la dynamique du club actuellement ? Pourquoi cette défaite elle intervient après une autre défaite en plus à l'extérieur ? Je pense qu'on a fait un plutôt bon match contre Toulouse la semaine dernière. On perd le match mais on doit le gagner et on doit faire en sorte de le gagner et d'être plus propre sur beaucoup de petits détails qui nous coûtent le match. Et après le week-end dernier, comme tout le monde a pu le voir, on a fait une contre-performance. On n'a pas montré notre vrai visage et on va essayer d'annuler cette tendance dès ce week-end pour repartir contre Castres le match d'après. Justement, déplacement à Brive la semaine prochaine, on revient dans un instant. On va revenir sur vous, Rémi Piquet. Donc vous avez quitté le RC Vannes en 2021 pour revenir ici au club de la Caravelle. Comment elle s'est faite, cette décision, du jour au lendemain, ou ça a été réfléchi de votre part ? C'était plus ou moins réfléchi. C'était suite à une bonne saison avec Vannes, un bon début de saison avec Vannes parce qu'ils m'ont appelé, Grégory Pata m'a appelé assez tôt dans la saison pour me dire qu'il me ferait une proposition pour revenir. J'y ai réfléchi, mais l'opportunité du top 14 et de retrouver le club que j'avais connu en espoir, vraiment c'était très alléchant. Donc
Donc ça a été quand même assez vite choisi. Donc au final, ça a été d'un commun accord avec Grégory. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas eu de tension Du tout. Non, ça a été plutôt clair. Et, enfin, je le connaissais déjà avec les années espoirs que j'avais passées ici. Il était coach avec moi, donc on avait des très bons liens. Enfin, on a toujours des liens, mais maintenant qu'il est plus là, je suis arrivé sous une nouvelle direction et des nouveaux coachs, donc c'était un peu spécial, mais ça s'est bien passé. Donc on le suppose, avec cet engagement jusqu'en 2025, vous avez signé jusqu'en 2025, c'est le but d'élever le club au plus haut, au sommet. Bien sûr, c'est un objectif perso et c'est un objectif de club et de groupe, je pense. On est tous là, on est tous compétiteurs, on est tous dans l'envie de gagner et dans la performance, donc forcément tu penses aux objectifs. Mais c'est clair qu'après un match comme le week-end dernier, on a à cœur de se ramener, enfin de se remettre, parce que vraiment c'est un objectif qu'on veut aller chercher à la fin de la saison. Justement, il y a cette prolongation, est-ce que vous avez eu des contacts extérieurs en top 14 ou dans d'autres clubs ? Oui, un petit peu. Ça s'est fait assez vite dans la saison, mais du coup j'ai assez vite écarté les autres clubs parce que je voulais rester à La Rochelle et au niveau du contrat ça me convenait, donc ça s'est assez vite négocié et ça s'est très bien passé. Le Stade Rochelais, c'est aussi en mai dernier ce gros virage à 180 degrés, le titre donc de champion d'Europe. Vous n'avez malheureusement pas joué cette finale, mais vous avez été quand même titulaire à 5 reprises durant la Champions Cup. Qu'est-ce qu'elle a changé pour vous et pour le club, cette Coupe d'Europe ? Ça rajoute une étoile sur le maillot. Après, on se rend compte qu'on est capable de faire des grandes choses pour un club qui, il y a 10 ans, était encore, un peu plus de 10 ans, était encore en Pro D2. Tu te dis, ça a une belle évolution et une très très grosse... Il y a un très gros engouement autour du club. Tu te rends compte des gens autour quand tu fais le trajet en bus sur le port, que tu vois cette foule, tu te dis mais c'est incroyable l'engouement qu'il y a autour du club. Tout est réfléchi, tout est carré et tu sens qu'il y a vraiment cette volonté d'aller en chercher d'autres. Et je pense que cette première étape d'aller chercher la Coupe d'Europe l'année dernière a vraiment mis en tête à tout le monde d'aller chercher d'autres titres pour le club. On va revenir donc sur le côté sportif, sans remettre le couteau dans la plaie. Cette défaite 21-38 à domicile, elle a du mal à passer, Rémi. Oui, et puis en plus on est deux jours après, donc ça fait assez mal. On a pas mal débriefé sur ce match-là. On sait qu'on n'a pas mis les ingrédients, on n'a pas mis l'agressivité. Et contrairement aux Palois qui eux avaient vraiment mis l'agressivité, tu sentais qu'ils étaient venus en groupe et ils ont fait ce qu'il fallait pour nous faire déjouer. Et on n'a pas été bons, donc il n'y a rien tellement d'autre à dire sur cette grosse défaite. Ça reste quand même du rugby, un beau rugby, 3 essais notamment de Mathias Haddad. Comment est-ce qu'on peut se remettre de ce genre de défaite en allant battre quand même Brive chez eux ? Là c'est l'objectif, il faut battre Brive. Oui, clairement. Il faut repartir dans une dynamique positive et puis montrer un autre visage pour que nos supporters et nous-mêmes on ait... comment dire ? Bon, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est compliqué. Faut vraiment montrer un autre visage pour prouver qu'on est capable de faire des grandes choses avec ce groupe, parce que vraiment on est capable de faire des grandes choses avec ce groupe. Beaucoup de nouvelles recrues à l'intersaison, à l'image des joueurs du Racing. Comment vit le groupe ? Est-ce qu'ils se sont bien intégrés au groupe du Stade Rochelais ? Très très bien. C'est des très bons mecs et forcément ça s'intègre très vite. Il y a vraiment pas de tâche dans ce groupe. Le groupe est très très homogène et tu sens qu'il y a de la qualité sur énormément de joueurs. Donc ça se passe très très bien. Et puis on va voir ce qu'on arrivera à en tirer. Donc en fermant les yeux sur ces défaites, vous vous affichez comme l'un des sérieux prétendants à l'accession aux phases finales de championnat. Qu'est-ce que vous allez mettre en place avec Ronan Nogara et son staff justement pour performer et pour atteindre ces phases finales ? On n'est pas là actuellement. On n'y est pas encore, mais la saison est très longue. Mais il y a plein de détails qui sont mis en place. Toute la semaine, on travaille d'une manière différente. Après, j'ai pas connu énormément de coachs en professionnel, mais tu sens que tout est vraiment cadré, qu'il y a vraiment un groupe au niveau du staff et que tous les détails sont vraiment analysés pour pousser la précision à son paroxysme.
Et cette Champions Cup, forcément, on a envie de la ressoulever une autre fois, une deuxième fois sur le Vieux-Port. On se rappelle des images de Liesse, le Vieux-Port, Noir de Monde, vous y étiez, sûrement sur ce bus à Impérial. Est-ce qu'on a forcément dans le coin de la tête une envie de justement de la ressoulever et justement parvenir à élever La Rochelle à la deuxième place, encore une fois, du toit européen? Bien sûr, bien sûr. Comme je t'ai dit, quand tu goûtes à un titre, tu as envie d'en avoir d'autres, d'en engranger d'autres. Et pour l'image du club, pour les joueurs, c'est hyper intéressant de passer des moments comme ça. C'est magique, c'est vraiment magique. Donc forcément, oui, tu as envie de la ressoulever encore une fois. Et un autre titre aussi serait pas mal, un top 14 aussi. Comme tu l'as dit, on n'y est pas encore. Est-ce que tu te vois en juin prochain le Brennus dans les mains? Waouh. Oui, bien sûr, c'est un objectif. Je pense que tout le monde l'imagine. Après, le chemin est très long et il va y avoir énormément de taf. Bravo, belle performance. Et du coup, oui, c'est clair qu'on se voit tous le faire, mais maintenant il faut mettre des actes sur les paroles et sur l'imaginaire pour vraiment atteindre ces objectifs. Merci beaucoup, Rémi Piquet. Merci à toi. C'était Rémi Piquet au micro de Victor Pérez-Boucheron pour un entretien exclusif Namedia à retrouver bien évidemment sur notre page YouTube. Toujours concernant le Stade Rochelais, une petite info avec 3 joueurs qui ont été sélectionnés, 3 joueurs du club maritime avec les Barbarians pour affronter les All Blacks 15. Une sélection néo-zélandaise, ce sera le 13 novembre prochain. Parmi les 3 joueurs sélectionnés du Stade Rochelais, on retrouve Brice Dulin, Teddy Thomas, mais également Tawera Carbarlo. Un match donc particulier pour celui que l'on surnomme TKB puisqu'il va affronter ses compatriotes néo-zélandais. L'information concernant l'aviron bayonnais maintenant avec une bien mauvaise nouvelle pour le pilier Quentin Béthune, blessé aux vertèbres cervicales. Il a subi une intervention chirurgicale qui s'est déroulée avec succès mais qui va l'éloigner des terrains pendant 10 à 12 semaines. On lui souhaite bien évidemment bon courage et bon rétablissement. Toujours concernant l'aviron bayonnais, mais cette fois à la rubrique transfert, Kaminieli Rassakou a été prêté officiellement hier au Stade Montois en Pro D2 en qualité de joker médical. On vous rappelle le règlement, s'il y a une blessure dans la ligne de 3/4 de l'aviron et comme le règlement le permet, l'aviron aura le droit de rapatrier Rassakou pour le réintégrer à son effectif et ce à n'importe quel moment de la saison. Et puis la petite info insolite concernant l'aviron bayonnais, elle concerne les supporters, les fans basques qui ont pu découvrir du côté de Jean Daugé une nouvelle mascotte, Potoquette. C'est la compagne de la mascotte emblématique de l'aviron bayonnais, Potoka, qui fête ses 20 ans cette année. C'était à l'occasion du match face au Stade Toulousain du côté de Jean Daugé. Potoka qui a donc présenté sa nouvelle petite amie. On file un peu plus haut du côté de Bordeaux avec les nouvelles de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est l'anniversaire aujourd'hui de l'un des joueurs les plus emblématiques du vestiaire, Jefferson Poirot. Vous le voyez à l'image grâce à la réalisation de Paul Maison-Regnault. Il fête ses 30 ans aujourd'hui. On l'embrasse évidemment, l'international français, désormais capitaine de l'UBB, devenu le véritable patron du vestiaire dans la cité girondine, comme nous le montre cette vidéo captée par nos confrères de Canal+. C'était dans l'émission du Canal Rugby Club, un capitaine qui ne rigole pas. Qu'est-ce que je suis pressé de ce putain de coup d'envoi et qu'on n'ait plus à parler, qu'on ait juste à fermer nos gueules et agir. Parce que sur ces matchs-là, c'est pas ce qu'on dit avant, c'est pas ce qui va se dire après, c'est ce qui se passe pendant qui compte. Juste de l'arme, de l'envie, on a tout le reste. On a tout le reste. Alors les gars, accrochez-vous à ça. Chacun votre ambition personnelle, je vous l'ai déjà dit. C'est ce qui a manqué depuis le début de saison. Chacun a l'ambition personnelle. Je sais envie de gagner, la gagne. Apportez votre gagne à l'équipe et on gagnera le match, ok? Allez. C'était dans l'avant-match au micro donc de nos confrères de Canal+. Et on embrasse encore une fois Jefferson Poirot, l'international français. L'actu du CA Brive Corrèze maintenant, on le rappelle, on l'a vu tout à l'heure lors du classement du top 14, Brive dernier et Brive qui a décidé du coup d'agir au niveau des transferts avec quelques mouvements dans le sens des départs. Tout d'abord, le 3/4 centre Maxence Dartout quitte le CA Brive pour rejoindre officiellement le club
de Périgueux. Et puis dans le sens des arrivées, vous le voyez à l'image, c'est Tietie Tuimoga qui s'engage au CA Brive-Corrèze comme joker médical. Lui qui, le week-end dernier, a gagné avec les Wellington Lions. C'est un pilier samoan qui est arrivé ce dimanche en Corrèze et qui va faire énormément de bien à la première ligne du CAB. À Pau, maintenant, il y a également de l'actualité concernant la section paloise puisque Thomas Carroll s'est envolé pour Hong Kong. Vous le voyez avec l'équipe de France A7. Il va disputer donc le tournoi de Hong Kong. C'est la première étape du circuit mondial. Ça a lieu de vendredi à dimanche. Et puis concernant les internationaux, cette fois les internationaux géorgiens, Beka Gorgadze et Guram Papidze ont rejoint leur sélection nationale pour 3 semaines. Ils vont affronter notamment l'Uruguay, les Samoa et le Pays de Galles, de joueurs qui vont donc manquer du côté de la section paloise pour le top 14. Le top 14 qui vous propose, comme d'habitude, les 5 plus beaux essais de chaque journée, en l'occurrence la 9e journée, avec 3 néo-aquitains dans le top 5. On va voir ces essais absolument magnifiques et vous déciderez quel est votre classement. On commence avec le premier essai qui est l'essai marqué par le Stade français face à Montpellier. Vous le voyez, c'est le géant sud-africain du Stade français, Juan Ron van der Merch, qui s'est infiltré dans le côté fermé et qui marque en coin. L'essai numéro 4, c'est l'essai du loup rugby. C'est la longue sautée de Maracou pour démarquer. Regardez comme elle est belle, cette sautée de Maracou. Et derrière, c'est Thibaut Regard qui aplatit en coin. L'essai numéro 3 qui a été sélectionné par le top 14, alors que l'on revoit encore cette magnifique sautée de Maracou pour Thibaut Regard. Le 3e essai sélectionné par le top 14, c'est un essai de la section paloise dans le match face à La Rochelle. Vous le voyez, c'est Emilien Gaëton qui marque cet essai. Au départ de l'action, c'est Jordan Joseph qui intercepte le ballon. Pau qui s'organise pour partir en contre et c'est Emilien Gaëton qui vient inscrire l'essai palois. Le 2e dans la rencontre, il est plutôt pas mal, cet essai d'Emilien Gaëton. L'essai numéro 2 choisi par les équipes du top 14, il intervient d'ailleurs dans le même match entre La Rochelle et Pau. C'était au stade Marcel Deflandre, la victoire de la section paloise. Essai marqué par le Sud-Africain Dylan Leyds. Vous allez le voir, il y a cette mêlée. Le jeu part très vite à la gauche du terrain et Dylan Leyds qui vient avec ses cannes de feu terminer cette action collective magnifique de la part de La Rochelle. Action terminée en bout de ligne, vous le voyez, avec ces images de joie de la part des Rochelais qui ont perdu cette rencontre. Mais que ça va vite quand ça accélère. Raymond Roule, là on le voit, qui accélère. Et derrière, c'est son compatriote sud-africain Dylan Leyds qui n'a plus qu'à aplatir en coin. Et puis le dernier essai, c'est un homme dont on a parlé récemment dans le Nasport Show avec son agent Damien Dussault. C'est Madoche Tamboué, la véritable révélation de ce début de saison de Top 14. Un essai après un lancement parti de la ligne médiane, vous le voyez sur les images. Tamboué qui va être servi sur les 40 mètres et derrière, il est impossible de le rattraper. Regardez cette accélération, l'essai qui va être validé d'ailleurs après la vidéo par Monsieur Rosier, Madoche Tamboué. La bombe de ce top 14, lui qui vient de la République démocratique du Congo et qui marque donc cet essai absolument splendide. À vous de choisir. C'est simple, vous avez vu la sélection du top 14, vous décidez maintenant quel est le plus bel essai. Madoche Tamboué, Dylan Leyds, Emilien Gaëton, Thibaut Regard ou Juan John van der Merch. Le choix est large pour vous et les essais sont absolument magnifiques. Je vous rappelle d'ailleurs le calendrier de la 10e journée de Top 14 avant de passer au football avec donc le match entre le Stade Toulousain et le Stade Français, le Classico du rugby français à 15h samedi. À 17h, il y aura 4 rencontres en multiplex. Brive-La Rochelle, Clermont-Bayonne, Racing 92 Perpignan et Loup Rugby face au Castres Olympique. Et puis samedi en match décalé, il y aura la rencontre à 15h15 entre la section paloise et l'Union Bordeaux-Bègles, choc 100% néo-aquitain. Et puis il y aura Toulon-Montpellier, les retrouvailles de Philippe Saint-André du côté du stade Mayol, 21h05
dimanche soir. À noter que du côté de Montpellier, Olivier Azam a décidé de quitter le club montpelliérain pour raison familiale. C'est la petite info bonus avant de passer au football. À noter également qu'il y aura de la Pro D2. Il y aura Soyons-Angoulême contre le Suagen, 10e journée. Ce sera jeudi soir à 21h. Vendredi, Mont-de-Marsan à 19h30 face à Colomiers et Biarritz-Aurillac à 21h. Toujours vendredi, toujours concernant la 10e journée de Pro D2. On a été complet sur le rugby. Il est temps de passer au football dans un instant. Dans le Nasport Show, on parlera également hockey sur glace avec la Ligue Magnus. On parlera nautisme à J-5 de la route du Rhum. Le Nasport Show, ça continue jusqu'à 22h. Ne bougez pas, on revient dans un instant. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Océanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Océanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Océanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Océanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Océanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Océanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. La suite du Nasport Show, comme tous les soirs sur NATV, 20h, 22h, l'émission référence pour les fans de sport en Nouvelle-Aquitaine. On vient de parler rugby. Si vous avez manqué cette séquence, c'est simple. L'émission sera disponible très rapidement sur la page YouTube de NATV. Maintenant, après le rugby, place au football. Et concernant le football, on va parler Coupe de France avec le 8e tour de la vieille dame. Encore pas mal de clubs de Nouvelle-Aquitaine impliqués dans ce 8e tour. On sera à fond derrière le Petit Poucet, notamment l'Entente Boé-Bonencontre qui va tout simplement recevoir le FC Aubagne, pensionnaire de National 2.
On vous redonne en tableau toutes les affiches. Bergerac-Périgord face au Chamois Niortais, club de Ligue 2. Châtellerault face à Avoine, Chinon, Ciné, club de N3. Un club de N3 face à un club de National avec la rencontre entre l'US Lège Cap-Ferré et la Berrichonne de Châteauroux. Trélissat-Canaton va jouer face au FC Girondin de Bordeaux. L'Entente Boé-Bonencontre donc face au FC Aubagne. Montauban contre le Nîmes Olympique. Colomiers face à Pau. Et puis Saint-Estèphe-Perpignan face à Hyères. Voilà pour les affiches du groupe D concernant la Nouvelle-Aquitaine. Vous l'avez bien compris, cela implique la rencontre Colomiers-Pau et la rencontre Entente Boé-Bonencontre face à Aubagne. Alexis Jourdan, l'entraîneur de l'Entente Boé-Bonencontre, était avec nous hier soir dans l'émission LFNA TV, l'émission numéro 62. On réécoute cette interview du coach du nouveau Petit Poucet de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir. Coach qui a laissé tomber la casquette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous mettre une casquette de golfeur pour un match de foot? C'est que je pratique un peu le golf dans mes temps perdus. Donc voilà. Maintenant que je l'ai depuis le début, je la garde. C'est un peu un porte-bonheur. C'est la superstition. On ne change pas une casquette qui gagne. Et en tout cas, on est ravis de vous avoir, coach Alexis Jourdan, l'entraîneur de l'Entente Boé-Bonencontre, qui est désormais le seul Petit Poucet puisque Merpin a été éliminé. On a vu le résumé. Vous étiez très attentif pendant le résumé de Florian Sabatier, coach. On a vu une première mi-temps. Il n'y avait pas grand-chose à mettre dans notre résumé parce que la première mi-temps, clairement, était cadenassée. Qu'est-ce que vous êtes dit à la pause? Vous vous êtes dit, oh là, attention, cette rencontre peut aller au tir au but? Oui, tout à fait. C'est le genre de rencontre qui était très équilibré, même si, comme l'a dit l'entraîneur adverse, ils ont pris un peu le dessus sur nous, techniquement, sur des situations, mais c'était très équilibré. C'est un match qui aurait pu très bien se conclure par des tirs au but. On y était préparé, mais on a toujours cru que on pourrait se donner des possibilités, qu'on en aurait une ou deux, qu'il allait falloir être très efficace et ça a été le cas parce que, comme vous voyez le résumé, voilà, on a deux vraies situations, deux vraies occasions et on les a mis au fond. Je pense qu'on a été très opportuniste et très réaliste sur cette rencontre. Alors, je sais que vous êtes modeste puisqu'on vous a déjà reçu dans cette émission, Alexis Jourdan, mais quand même, votre coaching a payé dans cette rencontre. Le coaching, oui, surtout la qualité des joueurs. On avait pris le parti de renforcer notre milieu de terrain sur ce début de rencontre parce qu'on apprenait un petit peu cette équipe de l'Escar, bien sûr, hein, qui jouait chez elle sur une surface de jeu qu'on maîtrisait pas nous au quotidien. Il a fallu s'y adapter au départ et on voulait surtout ne pas trop subir. Et ça a été le cas en première mi-temps où on a fait pratiquement jeu égal, où il n'y a pratiquement rien de côté comme de l'autre. Et on s'est donné la possibilité en deuxième mi-temps, par l'intermédiaire de nos vrais attaquants qu'on avait gardés sur le bord, notamment Gaëtan Micheletti qui nous a mis 2 buts contre Arcachon, le petit homme, David Arion, tous nos joueurs offensifs étaient là pour conclure ce match-là. Le scénario, on s'était imaginé comme ça et on a eu cette réussite et cette chance de pouvoir l'avoir en réel et on en est très satisfait. Et aussi un très bon gardien, hein. C'est le cas depuis le début de votre parcours, Raphaël Grossetti. Coach, il est là dans les moments chauds et souvent ça fait la différence. Ah oui, exactement. Je pense qu'on ne peut pas faire une série comme ça en Coupe de France sans un très bon gardien, quoi. Bien évidemment, il faut un bon groupe, il faut une dynamique, mais le gardien est plus qu'important, voire indispensable. Et il faut qu'il puisse nous sortir des gros matchs, reculer les échéances et sortir ces arrêts qui nous permettent de rester en vie. Il nous l'a fait à tous les matchs. Et j'ai encore pour mémoire le match d'Arcachon où on a beaucoup subi et ça a été plus que des parades, ça a été des véritables exploits. Et ça nous a permis de nous donner ces une ou deux situations qui nous a permis de conclure aussi. Donc bien sûr que le gardien Raphaël a été une nouvelle fois très important dans cette rencontre. L'entente Boé-Bonencontre, c'est un vrai collectif qui fait preuve d'une grande efficacité. Donc, on n'a pas spécialement envie de mettre en lumière des individualités, mais quand même, il y a une belle histoire à raconter. Coach, c'est celle de Tom Martinez, parce qu'il a à peine 17 ans. On a vu son but, le deuxième en l'occurrence de votre équipe. Il est arrivé cet été. La belle histoire, c'est qu'il met un triplé contre cette même équipe de l'Escar en Gambardella. Vous faites appel à lui pour le match avec les grands cette fois-ci. Et là encore, il s'illustre et il met un but. C'est quand même, ça fait partie des belles histoires de Dames Coupe de France.
Ah oui, exactement. C'est vraiment une très belle histoire pour lui comme pour nous. C'est un garçon qui est arrivé, comme vous l'avez dit, cet été, qui est venu de Marmande. Et c'est un garçon qu'on suivait, hein, mais qu'on a déjà. C'était son troisième match avec nous, mais uniquement en Coupe de France. Voilà, on avait fait le choix de l'intégrer avec nous dans cette compétition Rennes. Ça nous a souri. Et pour lui, ça restera quand même une très belle expérience. Il a déjà, c'est son troisième match en tant que senior. Il n'a jamais joué en senior en dehors de ces 3 matchs-là. Et ça se concrétise par. Il a obtenu un pénalty à Aubusson qui nous facilite les choses pour mener 2-0 à la fin. Et là, il nous met un but vraiment fantastique parce qu'il le doit qu'à lui. Hein. Il est allé le chercher sur 50 mètres, sortir des marquages et aller mettre ce but petit côté. Voilà, ça démontre ses qualités et surtout les qualités de nos jeunes du club de Boé. Ça, c'est à mettre en avant. Voilà, mais moi, ce que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est que cette victoire, il faut vraiment la partager et mettre en avant la ferveur de nos supporters. Je pense que sans nos supporters, dans cette rencontre-là, on n'aurait pas pu faire ce résultat-là. On se déplaçait à l'Escar, on savait que ça allait être compliqué. Ce but, cet engouement et ce soutien de nos supporters, tout le match, nous a vraiment permis de nous transcender et d'aller chercher cette victoire. Et je les remercie et sans eux, on n'y serait pas arrivé. Et justement, la transition est parfaite. Coach, on rappelle que c'est Alexis Jourdan qui est avec nous, l'entraîneur de l'Entente Boët-Bonencontre dans cette émission d'LFNA TV. Vous êtes le petit poussé désormais. Ça aurait été illogique de ne pas avoir le 8e tour à domicile. Vous allez jouer contre Aubagne à la maison. Vous l'avez dit, ça va se jouer à Cancel. Vos dirigeants aimeraient d'ailleurs, petite parenthèse, que ça se joue le samedi soir. C'est ça, le 19 novembre ? Oui, tout à fait. On espère que les deux clubs pourront s'entendre à ce niveau-là, mais on souhaiterait jouer le samedi soir. Et oui, on avait vraiment à cœur de retrouver notre terrain pour cette compétition Rennes. Il fallait aller chercher ce résultat-là. C'est pas une logique, mais c'était vraiment un véritable souhait de retrouver notre public qui méritait encore au moins un match sur cette pelouse. Racontez-nous un petit peu, coach, l'ambiance dans la ville, dans les alentours. Là, je suppose que les joueurs, là, quand ils vont à la boulangerie ou vous à la boucherie, ça doit être forcément des messages de félicitations dans tous les sens. Oui, on a beaucoup de messages de soutien. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tout le monde, notamment tous les clubs du Lot-et-Garonnais qui nous soutiennent, les présidents et les dirigeants, et surtout mes collègues entraîneurs. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu celui de Marmande, de Bertrand Punica. Je les remercie parce que c'est avant tout une réussite du football lot-et-garonnais. Ça prouve que le football existe. Il n'y a pas que le ballon ovale, il n'y a pas que le rugby, il y a aussi le foot dans le Lot-et-Garonne. On a des clubs de qualité et cette coupe-là nous permet aussi de mettre en avant nos qualités dans le Lot-et-Garonne et qu'il y a un travail qui est bien fait. Et effectivement, oui, l'engouement de cette victoire sur le plan de vue de la proximité est très valorisante. Ouais, c'est sûr qu'on parle beaucoup de nous, on est très sollicités et c'est une très belle récompense pour notre club qui a beaucoup travaillé avec nos dirigeants là, depuis de nombreuses années. Nos deux présidents, co-présidents qui sont là depuis 4-5 ans, qui ont extrêmement bien travaillé et notamment aussi nous avec Michael Thomas, mon adjoint, qu'il ne faut pas oublier, avec lequel on œuvre depuis 8 ans dans ce club et un groupe qui évolue mais qui sur 25 joueurs, j'ai encore 7-8 joueurs qui ont démarré avec moi il y a 8 ans. Quoi. Donc c'est une grande satisfaction de pouvoir travailler avec ces joueurs-là et il y a de la qualité, on fédère beaucoup et on a des vrais Boétiens, des vrais Agenais qui évoluent dans cette équipe-là et c'est ce qu'on peut mettre en avant aujourd'hui. Et on vous félicite encore pour ce parcours extraordinaire qui est loin d'être fini parce que, coach, maintenant l'appétit vient en mangeant. Quand on voit les images de Nancy qui se fait taper par un petit poussé, quand on voit Orvaux, club de la banlieue de Nantes, qui réussit à sortir Laval, club de Ligue 2, je suppose que ça doit aiguiser l'appétit à l'entente Boët-Bonencontre. Ah oui, tout à côté de chez nous, on a Montauban aussi qui a fait un exploit contre Alès, je crois, si je ne me trompe pas. Qui met en avant qu'on va jouer ce match sans complexe. Je pense que à ce stade de la compétition,
on va plus calculer, on en veut toujours plus et on va le jouer à fond et vraiment dans la mesure où on veut vraiment se qualifier. Donc il n'y aura pas de complexe, il n'y aura pas de complexe d'infériorité, il y aura surtout une grosse envie de montrer nos qualités et de lisser notre niveau de jeu. Et en tout cas, on vous souhaite le meilleur. On félicite bien évidemment les joueurs, le staff et on embrasse vos supporters qui sont nombreux. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Tout le monde est à fond dans le Lot-et-Garonne désormais derrière votre club et on vous félicite pour cela. Merci beaucoup Alexis Jourdan, coach de l'Entente Boé. Bonne rencontre. Je vous remercie. Au revoir. Et l'invité Omnisport ce soir dans le Nasport Show, on va parler hockey sur glace puisque notre invité c'est Stéphane Tartari, le manager général des Boxers de Bordeaux, la 3e équipe presque derrière les Girondins de Bordeaux et l'UBB, tant l'engouement est incroyable cette année du côté des Boxers de Bordeaux et de la patinoire Mériadec. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Benjamin. Stéphane, on va parler un peu des choses qui fâchent pour débuter avec la défaite à Amiens. C'était une défaite frustrante, on suppose. C'était dimanche, défaite au tir au but. Vous aviez une équipe très diminuée et on a bien cru que Bordeaux allait réaliser un semi-exploit. Frustrante cette défaite, je le disais. Oui, c'est vrai que de toute façon, on enchaîne tellement les matchs en ce moment. Hein. Je pense qu'on est l'équipe qui a le plus joué en championnat. Il y a pas mal d'équipes qui ont reporté quelques matchs. Il y a Grenoble et Angers qui ont eu les Coupes d'Europe. Donc c'est vrai, on enchaîne. On s'est présenté dimanche avec une équipe très diminuée. Mais bon, on ne cherche pas d'excuses. On a très bien attaqué le match. Et malheureusement, à force, Amiens a poussé à la maison devant 3000 personnes. Ils ont réussi à revenir. Et c'est vrai qu'après, les pénaltys, bon, c'est un peu la loterie, hein, comme toujours. Et on aurait préféré, bien sûr, repartir avec 2 points. Mais malgré tout, c'est un bon point à Amiens, c'est pas facile à gagner. Oui, avec du recul, le point est plutôt bon à prendre. Ce sont les mots d'ailleurs de votre coach Olivier Dimet qui a déclaré que vous étiez dans le dur en ce moment. Comment on fait pour sortir de cette spirale négative, d'autant que c'est une spirale négative qui a succédé à une positive parce que le début de saison était plutôt bon. Non, mais si on regarde aujourd'hui, c'est quand même positif. On joue très bien. On a une équipe beaucoup plus solide offensivement que l'année dernière. Voilà, il faut qu'on arrive à gommer. On prend pas mal de buts sur les matchs. Il faut arriver à gommer ça. C'est vrai qu'on marque beaucoup plus. On a une équipe spectaculaire qui ne lâche pas. On l'a vu sur les grosses équipes que l'on joue, hein, les cadors du championnat. Bon, c'est vrai que contre Rouen, ça a été difficile à la maison, mais on n'a pas lâché. On est revenu. On a fait égaliser sur la fin. La patinoire est pleine. Hein. On n'a jamais vu la patinoire aussi pleine en septembre et en octobre depuis des années. Donc c'est que les gens sont satisfaits, je pense, de ce qu'ils voient à la patinoire, de ce que montre l'équipe. C'est vrai que comptablement, on aimerait être plus haut, hein, c'est sûr, mais on a vu que le championnat est très serré, que tout le monde peut se battre. Alors on a bien sûr les 3 grosses équipes qui sont là, hein, qui sont Grenoble, Rouen et Angers. Mais voilà, derrière, on se bat. On est plusieurs équipes à pouvoir prétendre à la 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, on est à peu près un quart du championnat, un peu plus, voire presque le tiers. On a des choses qui fonctionnent, d'autres un peu moins. Mais les derniers matchs, on a enchaîné vraiment les grosses équipes du championnat. À part Amiens, qui est un peu la surprise, qui est un peu en bas, mais qui a une très belle équipe sur le papier, qui va j'en suis sûr, remonter. Et vous parliez d'Angers parmi les cadors du championnat. Vous allez, hasard du calendrier, les affronter 2 fois, à commencer par mercredi ce match en Coupe de France, match des 8e de finale de Coupe de France de hockey sur glace. C'est peut-être aussi là l'occasion idéale d'avoir un petit déclic parce qu'on le sait, les matchs de coupe face à un cador comme ça à l'extérieur, ça peut servir de déclic. Complètement. Voilà, on a rien à perdre. Je veux dire, Angers, là, ils sont archi favoris, ils sont le tenant du titre de cette Coupe de France. L'an dernier, ils ont perdu en finale du championnat de France. Voilà, c'est un cador. C'est vrai qu'on ne joue pas à Angers puisqu'ils n'ont pas la patinoire toute la semaine. On avait proposé d'ailleurs à Angers de venir chez nous et puis de partager la recette. Ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré qu'on joue à Cholet, donc on va les affronter à Cholet. Voilà, l'an dernier, on les avait affrontés en demi-finale et on avait perdu 2-1. Voilà, nous, on va se présenter pour faire l'exploit. On est prêt.
Et on part d'ailleurs ce soir pour préparer au mieux le match, pour arriver demain matin, s'entraîner demain matin, faire la sieste là-bas. Donc voilà, on met tous les atouts de notre côté pour faire l'exploit. C'est toujours particulier hein, d'affronter le même club deux fois. On sait qu'en football, les entraîneurs n'aiment pas trop généralement affronter deux fois le même adversaire avec la coupe et le championnat. En hockey sur glace, ça donne quoi, monsieur le manager? Ça permet d'étudier l'adversaire et puis d'avoir des automatismes ou on n'aime pas trop non plus? Non, non, c'est pas parce que vous savez en playoff, le système de playoff, c'est on rencontre les équipes minimum 4 fois, 2 fois à la maison, 2 fois à l'extérieur. Donc non, c'est pas un problème. Ça s'appelle un back-to-back, ce qu'on appelle dans notre jargon. Donc voilà, une fois chez eux, une fois à la maison vendredi en championnat. C'est deux compétitions complètement différentes. Donc demain c'est la coupe, on continue, on meurt comme on dit, et vendredi c'est le championnat avant la trêve qui sera bien mérité, puisque franchement, on tire sur les joueurs, parce qu'il y a pas mal de blessures. On joue avec un gardien. Clément Fouquerel est blessé depuis quelques matchs, et Gaëtan Richard enchaîne tous les 2 jours des gros matchs. On s'est déplacé énormément sur les 27 derniers jours. On a passé 14 nuits dans le bus. C'est monstrueux. C'est pas simple physiquement, moralement, mais voilà, on y va à fond. On est très motivé pour demain avec l'équipe que l'on a en ce moment, et voilà, on va tout faire pour faire tomber Angers demain soir. On sait, j'allais vous poser la question, ça tombe bien, la transition est parfaite, mais on sait qu'en NHL, en NBA, c'est souvent le problème de réussir l'enchaînement des matchs parce que ce sont des sports qui sollicitent énormément les organismes. En Ligue Magnus, il y a un peu moins de moyens, évidemment, au niveau des staffs, mais comment vous faites avec le staff médical, avec l'entraîneur pour gérer tout ça, là, les moments où ça pique un petit peu avant la trêve? Ils ont beaucoup de boulot, l'ostéo, le kiné, le médecin. Voilà, ils font un gros boulot au quotidien. Ils travaillent même les jours fériés. Aujourd'hui, ils ont reçu des gars tard le soir. Enfin voilà, c'est un gros boulot en ce moment. Tout le monde est sur le pied de guerre, comme on dit, et donne tout pour préparer les gars au mieux pour demain et vendredi. Et après, on a cette petite trêve qui va durer une dizaine de jours, sauf pour nos internationaux U20 et seniors qui vont partir en stage. Mais voilà, c'est aussi une récompense de pouvoir partir en équipe nationale. Donc voilà, on a hâte à cette trêve, mais on a deux gros challenges qui se présentent à nous, la coupe et le championnat. Et parmi les éléments qui peuvent permettre de tenir malgré les douleurs et l'enchaînement des matchs, il y a cette ambiance phénoménale, vous l'avez dit tout à l'heure, du côté de la patinoire Mériadec. Clairement, si on fait le bilan cette année avec cet engouement incroyable, on peut le dire, il y a les Girondins de Bordeaux, après il y a l'UBB, et vous êtes en troisième position hein, des sports les plus populaires à Bordeaux. On sent vraiment que les boxers maintenant font partie du paysage sportif bordelais. Oui, complètement. Bon, comme tout le monde, le Covid a été difficile, hein, je pense. Et puis, il fallait que les gens reviennent à la patinoire. Faut l'équipe soit compétitive aussi. Et c'est vrai que septembre, on a joué plusieurs mardis en septembre. On était à 2000-2500 personnes les mardis soirs. Et à chaque fois qu'on a joué vendredi ou dimanche, on était à 3003 quasiment. Là, contre Rouen, on était à guichet fermé. Vendredi, il reste quelques places encore contre Angers, vacances scolaires. Ça va être encore, je pense, plein, j'espère. Et puis c'est vrai que ça aide les joueurs à se transcender. Et je pense que tout le monde est très content de voir Mériadec en feu et avec une ambiance des grands soirs. N'hésitez pas, si vous n'avez jamais vu un match de hockey sur glace et que vous êtes en vacances du côté de Bordeaux, le manager général des Boxers, Stéphane Tartari, qui est avec nous, vient de le dire. Il reste quelques places, pas beaucoup, je suppose, faut se dépêcher. Oui, oui, je pense qu'il doit rester 500-600 places pour vendredi. Donc voilà, c'est très bien. Mais il reste des places, mais ça va pas, je pense que ça va vite partir. Bon, pour quelqu'un qui n'a jamais vu un match de hockey, en une phrase, Stéphane, comment on fait pour le motiver? On lui dit qu'il y a une ambiance qu'on ne voit pas ailleurs, c'est ça? Ça bouge, on s'ennuie pas. Voilà, il y a pas de temps mort, il y a de la musique, il y a des animations, écran géant. On est à l'abri, bien sûr. La patinoire est très bien placée, plein centre-ville. On peut y aller en tram, en vélo. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs. Et puis derrière, il y a des joueurs qui mouillent le maillot et puis qui
qui font tout pour représenter notre belle ville de Bordeaux. Et en plus, c'est une ambiance très familiale. On vous conseille d'aller voir un match des Boxers si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter cette patinoire Mériadeck et on vous félicite du côté du club des Boxers, Stéphane, parce que vous faites un beau travail aussi en termes de communication et en termes sportifs, puisque la saison, malgré ces défaites récentes, la saison est quand même, on peut le dire, réussie pour l'instant. Oui, complètement. Je veux dire, il y a un engouement au niveau des spectateurs, au niveau des partenaires. On a plus de 280 entreprises qui sont partenaires différentes. Donc c'est beau. Il y a toujours de la place pour les nouveaux partenaires qui veulent nous rejoindre. La billetterie fonctionne bien. Il faut continuer. Il faut qu'on soit aussi à la hauteur sportivement. Et puis je pense que tout ce qui est réseaux sociaux fonctionne très bien. On est très dynamique sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, maintenant à nous d'essayer d'écrire l'histoire au niveau de la Coupe de France. Demain soir, il faut passer ce tour, il faut faire l'exploit. On en est capable. Et puis après, si on passe, on attendra le tirage au sort. Et puis vendredi, c'est un match de championnat qui va compter pour se qualifier pour les playoffs jusqu'à fin février. On le rappelle, 2 fois Angers dans la semaine, mercredi 8e de finale de Coupe de France et puis match de Ligue Magnus en championnat pour les Boxers face à Angers. Il faudra avoir la dalle, comme on dit, pour battre les Angevins. Merci beaucoup, c'était Stéphane Tartari, le manager des Boxers de Bordeaux. Merci Stéphane. Merci beaucoup et bonne soirée. C'était donc Stéphane Tartari, le manager général des Boxers de Bordeaux, qui vont affronter 2 fois Angers cette semaine, une première fois en 8e de finale de Coupe de France et une deuxième fois en Ligue Magnus. Voilà pour le hockey sur glace. Le Nasport Show est désormais terminé. Je remercie Paul Maison-Rognaud à la réalisation de cette émission. À l'édition, c'était Clément Darbieux. Le Nasport Show n'est toutefois pas totalement terminé, puisque maintenant, on va parler nautisme, plus précisément Route du Rhum. Nous sommes à J-5 du départ de la 12e édition de la plus grande des régates mondiales. Et pour parler de la Route du Rhum, je vous laisse en très bonne compagnie. Je vous laisse en compagnie de Gaël Millon avec plein d'invités en direct de Saint-Malo. Très bonne soirée à tous. L'émission disponible très rapidement en replay sur la page YouTube. Le Nasport Show est terminé. À très vite sur NATV. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau grand direct de la route du Rhum, destination Guadeloupe. Ravie de vous retrouver ici en direct de Saint-Malo avec de nombreux invités, des skippers évidemment, parce qu'on va parler de cette course qui va s'élancer dans 5 jours maintenant. Je vais vous les présenter dans quelques instants, mais après vous avoir montré, et c'est la tradition dans cette émission, l'image du jour, cette image par laquelle on va débuter, celle d'un baptême. C'est la tradition sur les pontons depuis quelques jours. Le baptême du bateau de Xu Jinkun, tout simplement le seul chinois de cette course, le premier de l'histoire de son pays. Son parrain, eh bien, c'était Philippe Poupon. Pourquoi ? Eh bien, parce que Philippe Poupon était son idole depuis qu'il est tout petit. C'était un grand moment hier, beaucoup d'émotions pour ce skipper amputé d'un avant-bras qui avait participé aux Jeux paralympiques en 2008 et qui va donc prendre le départ de cette route du Rhum dimanche. On va en parler dans quelques instants de cette course, évidemment, avec tous nos invités, 3 skippers et un sponsor aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de présenter Quito de Pavan ? Je ne sais pas, mais je vais m'y risquer quand même. Bonjour Quito, merci beaucoup d'être avec nous. 4e participation dans cette route du Rhum, de nombreuses transatlantiques, une victoire sur la solitaire du Figaro. Et puis cette année, un nouveau départ à bord de HBF Forex Action en classe 40. À vos côtés, Quito, aujourd'hui, 2 skippers qui ont un petit peu moins d'expérience que vous, en tout cas sur cette course-là. Ils vont la découvrir. Michael Mergui, tout d'abord. Bonjour Michael, merci d'être là. Vous prendrez le départ à bord de Centracor et vous allez nous le raconter dans quelques instants. Vous avez plusieurs vies dans la voile. Et vous avez touché à de nombreux supports, mais là, ça sera en solo et on va en parler dans quelques minutes. À vos côtés, sur un bateau un petit peu plus grand, un IMOCA qui s'appelle Monohire Duo for a Job, Benjamin Ferré, qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce que Benjamin a eu une courte nuit après son anniversaire hier ? Bonjour, j'ai eu une longue après-midi, on va dire. Bon, eh bien, joyeux anniversaire, on peut encore le dire. Merci vous avez beaucoup. Fêté vos 32 ans hier. Et puis nous saluons Mireille Abi qui est avec nous aujourd'hui. Mireille, merci d'être là. Vous êtes directrice générale du CIC Ouest. Alors vous le savez, vous qui nous regardez, le CIC est le partenaire principal de cette route du Rhum destination Guadeloupe. On va revenir dans quelques instants sur ce partenariat. On l'a vu il y a quelques instants avec l'image de ce baptême du bateau chinois. La course n'est pas réservée aux skippers français, même si, rassurez-vous, vous qui nous regardez, il représente le contingent le plus important. Pour cette 12e édition, on aura 26 skippers qui viennent d'ailleurs. Vous avez découvert ces nationalités, la Hongrie, Israël, la Suisse, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Chine, évidemment. Il y a une dimension véritablement internationale, Mireille Abi, dans cette course, une médiatisation très très importante. C'est ce qui vous a convaincu de devenir partenaire de cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe ? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Oui et non. Alors effectivement, il y a cette dimension internationale, mais nous, en tant que partenaires, ce qui nous a surtout intéressés, c'est que le départ de cette course mythique se déroule à Saint-Malo. Et Saint-Malo, c'est sur notre territoire et tous les partenariats que nous, les projets que nous accompagnons, doivent pour nous avoir vraiment une résonance locale et c'est justement dans ce contexte-là que nous sommes partenaires comme nous le sommes pour des événements alors, en dehors du nautisme, mais par exemple les 4 jours CIC à Ploué. Voilà, donc il nous faut vraiment cet ancrage Grand Ouest breton.
Alors pourquoi la voile? Vous l'avez dit, vous parlez de Plouay, on sort de la voile. Pourquoi avoir voulu accompagner cette course et comment vous vous servez finalement de ce partenariat? Alors en fait, notre territoire comporte pratiquement 1000 km de côte puisque nous allons de Saint-Malo à Royan et nous avons une centaine d'agences sur ce littoral. Donc pour nous, c'était une évidence en termes de visibilité. Ensuite, il y a également tout le volet entrepreneurial qui nous intéresse dans tout ce qui gravite finalement autour de la voile, que ce soit les nouvelles énergies, les recherches de matériaux décarbonés, sens plus large, la pêche, le maritime, mais également c'est pour nous l'occasion de faire vivre ce partenariat avec nos clients, avec nos collaborateurs, et donc c'est ce qui nous a intéressés par rapport à la visibilité également. Alors la visibilité, il y en a, hein, on voit ces images qui sont passées il y a quelques instants. Il y a un monde incroyable ici à Saint-Malo depuis l'ouverture du village. Ça vous donne l'occasion de partager beaucoup avec le public. Oui, effectivement, avec le public, avec tous nos clients. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que cet événement, le fait d'être partenaire en privé avec des partenaires publics également, ça permet de rendre l'accès, de maintenir l'accessibilité gratuite à l'événement. C'est comme un événement majeur et ça, c'est vraiment en phase avec nos valeurs d'entreprise à mission. Donc c'est un événement grand public. On voit la fréquentation qui est déjà très prometteuse sur ce début d'événement et c'est ça qui nous anime au-delà des relations privilégiées qu'on peut avoir avec nos clients et nos collaborateurs, l'événementiel qu'on peut construire autour. Alors l'engouement, hein, il est là, bel et bien là, si vous êtes venu nous voir du côté de Saint-Malo. Hier, François Schlotterer et les équipes de Nefcy ont déambulé sur les pontons. Ils ont constaté que les marins n'ont plus beaucoup de répit entre le public et comme aujourd'hui, les sollicitations médiatiques. Reportage. À 6 jours du départ de la 12e route du Rhum, destination Guadeloupe, les marins entrent progressivement dans la course et tentent dans l'ébullition des pontons de Saint-Malo de ne pas laisser trop d'énergie dans les sollicitations des partenaires, des médias et du public. C'est vrai qu'on répète beaucoup la même chose, ça peut être usant à la longue. Et à la fois c'est passionnant de pouvoir partager notre expérience, notre course, c'est assez rare pour des spectateurs d'approcher des sportifs de si près, on sait que ce n'est pas le cas dans tous les sports. Et ça l'est dans la voile, même si voilà, avec la pression du résultat sportif, ça devient aussi de plus en plus difficile de réaliser ces moments de partage tous les jours. L'idée, c'est quand même réussir aussi à arriver au départ le plus reposé possible. Donc voilà, mais en même temps, voilà, moi en tout cas, j'ai envie de profiter de tout ça parce que c'est dingue. Dimanche, l'entrée dans la course sera brutale. Il faudra avoir quitté sa peau de terrien pour ne pas condamner sa course dès les premiers milles. Quito, est-ce qu'avec le temps, avec l'expérience, on gère justement ces derniers jours un peu différemment ? Oui, on apprend évidemment, à gérer ces périodes-là qui sont longues, qui sont chronophages, voilà, et énergivores. On passe beaucoup d'énergie, voilà, avec toutes ces sollicitations dont on vient de parler. Et c'est vrai que petit à petit, on essaye effectivement de faire un peu mieux à chaque événement. Moi, c'est ma 4e route du Rhum, mais je me fais piéger quand même. Il y a pas de souci. On a beau le savoir, on va avoir des sollicitations de toute façon jusqu'au dernier jour, parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment parmi nos partenaires, des partenaires importants qui viennent pour le départ. C'est le moment un peu clé de la route du Rhum. Et du coup, voilà, on essaye d'avoir des périodes dans la journée où on est complètement off. La sieste. La sieste, super important. On essaye de fractionner un petit peu le sommeil, de dormir un peu moins la nuit et de dormir un peu la journée. Voilà, mais c'est pas facile, effectivement, de permettre à tout le monde, voilà, de nous voir, de nous rencontrer. Il y a tellement de gens qu'on aime bien, qu'on retrouve à Saint-Malo, que ce soit dans les équipes, mais aussi voilà, parmi le public, que c'est difficile de refuser certaines sollicitations. Benjamin, vous êtes tombé dans le piège complet parce que vous avez un fan club incroyable, les bonnets jaunes, là, si vous les croisez, ce sont les fans de Benjamin. Cet engouement, cette ambiance, vous attendiez à ça ? Moi, je suis malouin. Depuis tout petit, je vois... On a Saint-Malo et la Méditerranée sur ce plateau aujourd'hui, attention. Non, mais depuis tout petit, je vois l'euphorie qu'il y a pour les départs de route du Rhum. Et moi, petit,
je venais ici, j'essayais de glisser ma tête entre les barrières pour voir les skippers. Et du coup, moi, je prends quand même vachement de plaisir à ça, parce que j'ai l'impression que c'est grâce à tous les gens qui déambulent sur les pontons et devant les bateaux que nous, on arrive à faire ce qu'on fait. Et du coup, moi, je suis assez heureux de partager ça avec eux. Il y a une bienveillance incroyable. Et il y a surtout une espèce d'énergie qui se dégage. C'est assez rare d'avoir autant de personnes qui vous souhaitent du bien, quoi. Donc moi, je me nourris pas mal de tout ça. Voilà. Et je vais quand même à la sieste. Et c'est pour ça que j'étais en retard sur le plateau, c'est que je faisais la sieste juste avant, pour être honnête. C'est bon, c'est pour fractionner le sommeil, comme vient de nous l'expliquer Quito. Vous êtes pardonné. Puis vous n'étiez pas vraiment en retard au générique, vous étiez là, donc tout va bien. Michael Mergui, vous êtes un nouveau venu dans cette classe 40, une classe dans laquelle le nombre de concurrents ne cesse d'augmenter. On rappelle quelques chiffres. 25 participants en 2006, vous êtes 55 au départ, vous serez 55 dimanche au départ. Et parmi ces 55 engagés, 63% de nouveaux qui vont découvrir la course comme vous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes un touche-à-tout. Vous avez fini deuxième de la Mini Transat en 2005, participé à 2 campagnes de l'America's Cup, été boat captain. Comment, après tout ça, on se retrouve à la barre d'un classe 40 ? C'est un peu à cause de Quito, en fait. À cause ou grâce ? La Roue du Rhum, c'est clairement un rêve d'enfant pour ma part. Dans une carrière professionnelle, c'est aussi un passage un peu obligé. C'est quelque chose d'un peu mythique, mystique même. C'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps. Et puis juste à la fin du confinement, on a fait une course en double avec Quito. J'ai commencé un peu, il y avait ce projet-là qui me trottinait dans la tête. On en a pas mal échangé, parlé. Et on va dire que le début de ce projet-là est parti de ce moment-là, de l'été, fin d'été 2020. On voit les très très belles images de votre bateau. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a connu l'America's Cup, par exemple ? C'est quoi les sensations qu'on a sur ce genre de bateau ? C'est de la glisse, là on le voit, ça glisse, c'est incroyable. Les bateaux de la Coupe de l'América sur lesquels j'ai navigué, j'ai eu la chance de naviguer sur les anciens modèles où on était 17 bonhommes à bord. Ça allait pas très très vite, mais c'était toute une grosse équipe qui naviguait, et de faire après les débuts sur les catamarans. Donc c'était super. Mais là, on se retrouve tout seul à la barre d'un bateau. C'est vraiment une autre facette de notre sport, et que j'apprécie beaucoup. C'est un nouveau virage pour moi. Alors ce bateau, il est neuf et il a été fait un petit peu sur mesure pour vous. On ne le voit pas sur ce plateau, mais si sur les pontons vous croisez Michael Mergui, c'est le monsieur qui dépasse. Ça peut être assez sympa aussi pour voir la foule. 1m95 dans un petit bateau comme ça ne doit pas être simple. Alors, il n'est pas si petit, parce que j'avais fait la Mini Transat, et la Mini Transat, c'est 6,50 m. C'est vrai, effectivement. Donc, il n'est pas si petit. On découvre l'intérieur du bateau, et notamment l'endroit où vous dormez. Ouais, on voit la cabine. Là, j'ai aménagé, j'ai mis une bannette, moi, dans mon bateau. Il n'y a pas beaucoup de bateaux, pas beaucoup de classe 40 où il y a ça. Et moi, je l'ai remise, parce que je l'avais enlevée, et finalement, je l'ai remise. Il n'y a que ça qui a été adapté à votre grande taille ? Clairement, j'ai aussi choisi ce modèle de bateau, là, le Lift V2, un plan lombard, parce que justement, ils avaient mis un peu l'accent sur le volume du roof, le confort du cockpit. Donc, j'ai aussi choisi ce bateau-là. Après, j'ai adapté un petit peu, j'ai fait quelques petits aménagements pour que ça soit un peu plus sympa. Alors on le disait tout à l'heure, vous venez du sud tous les deux, contrairement à une grande partie de la flotte ici qui est basée à Lorient, à Concarneau. Vous êtes autour de la Méditerranée, et du coup vous avez réussi à créer ce lien, notamment avec Quito. Qu'est-ce qui vous a apporté ? Comment vous vous entraidez finalement les uns les autres, petit contingent autour de la Méditerranée ? Quito, pour nous, pour les Méditerranéens, c'est vraiment le monsieur course au large. C'est lui qui a gagné la Solitaire du Figaro, qui a après monté des projets IMOCA, Vendée Globe, et maintenant classe 40. Donc c'est vraiment la référence pour nous Méditerranéens en termes de course au large, parce qu'on n'est pas beaucoup. On a eu la chance d'avoir Pierre Quiroga là, qui a gagné la Solitaire du Figaro. Donc il y a quelques marins qui arrivent à tirer un peu tout ça vers le haut. Donc on a beaucoup échangé avec Quito. On a essayé cette année de monter un trophée Méditerranée avec les autres classes 40, ce qui était plutôt sympa. Et ils gagnent pas mal, je crois.
Bah, ah oui, en Et plus, en oui. pleine forme. Bah oui, oui, il nous laisse pas la vie simple, ça c'est sûr. Ouais, ça n'a pas été facile avec Mika, parce qu'il a un très très bon bateau, il navigue très très bien. Heureusement, il avait un bateau neuf qui manquait encore de préparation, donc on a pu voilà, faire quelques bons On coups. a pu faire jouer l'expérience un petit peu, Quito. Un autre concurrent, Quito de Pavon, qui vous connaît très bien, lui aussi il vient du Sud, il sera l'un de vos plus sérieux adversaires, clairement dans la liste des favoris dans cette classe 40. François Schlotterer et Jeff Padet l'ont rencontré ce matin tout près de son bateau, neuf à lui aussi. Ce bateau, c'est Groupe Snef et ce skipper, c'est Xavier Macaire. Avec ses Vendée Globe, avec toutes ces péripéties qu'il a eues, puis Et puis j'ai été aussi, quand j'étais au département de l'Hérault en Figaro 2, je l'ai côtoyé dans les entraînements, dans même quelques régates en Figaro. Voilà, donc c'est beaucoup de respect pour le bonhomme. C'est quelqu'un de très humain aussi, très attachant. On sent voilà, que quand on est ami avec Quito, c'est une amitié sincère et c'est chouette. Voilà, c'est agréable. Non, c'est un sacré bonhomme et je suis content d'être là avec lui sur cette course, sur cette route du Rhum et d'être concurrent. On va pouvoir se friter un peu. Je sais que c'est quelqu'un de très très tenace et très très talentueux. Une petite réaction. Merci, monsieur Macaire. Quito à ses éloges. C'est quoi le qualificatif qui vous caractérise le mieux? Humain, attachant, tenace? Ouais, je pense que j'aime bien des relations sincères. Donc oui, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien les relations, des franches relations. J'aime beaucoup ma Méditerranée et c'est vrai que j'ai poussé depuis, ça fait 20 ans, voilà, on a créé un centre d'entraînement à la Grande Motte qui était destiné plutôt aux Figaro. On a embarqué des jeunes, je pense à Christopher Pratt, je pense à Pierre Quiroga, voilà, et Achille Nebou, par exemple, voilà, qui sont tous des Méditerranéens et qui ont brillé notamment sur la classe Figaro. Ouais, j'aime bien ce milieu-là et j'aime bien qu'il y ait des Méditerranéens qui soient représentés ici, sur cette route du Rhum. Vous êtes quelques-uns. Ouais, on est quelques-uns. On est une petite dizaine finalement de Méditerranéens entre les Italiens. Il y a un Croate avec Ivica, voilà, qui est formidable. Et c'est vrai qu'il y a de l'entraide entre nous. C'est sympa, voilà. Et puis il y a la relève. Voilà, on sait que voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un Méditerranéen qui brille sur cette route du Rhum. Une fois de plus. On a vu Alex Pelia il y a c'était en 2014. Qui a gagné en classe 40, qui est méditerranéen, qui est Barcelone, voilà, qui est franco-espagnol, puisque sa mère est française. On a beaucoup navigué aussi avec Alex. Et donc, j'ai une attache particulière pour ces marins méditerranéens qui essayent de sortir du lot. Et c'est pas facile, parce que, évidemment, je pense que c'est plus facile quand on est malouin. Déjà, il y a un convoyage assez long pour venir, et ça a été costaud d'ailleurs. C'est surtout nous, on est loin de Saint-Malo, on est loin des Sables d'Olonne. Et c'est vrai que le réseau qu'on a de partenaires comprennent pas trop quel est l'intérêt de venir faire la route du Rhum. C'est vrai qu'on est à Saint-Malo, ils le savent très bien, voilà ce que c'est, quoi. C'est tellement populaire, la route du Rhum. Un petit mot sur les péripéties dont parlait Xavier Macaire, parce que il y en a eu et il y en a dans une carrière de skipper, ces abandons notamment sur le Vendée Globe. Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est plus tenace, Quito? Oh, je pense que j'ai toujours été assez tenace. D'ailleurs, pour rentrer dans ce milieu de la course au large, il faut l'être, surtout quand tu es méditerranéen. Moi, à l'époque, quand je commençais à faire du Figaro, j'étais un méditerranéen et 2 plagistes. Voilà, donc j'avais pas forcément les qualités pour devenir marin de course au large. Et il faut être effectivement, alors je sais pas comment le dire, opiniâtre pour venir là. Et c'est vrai que finalement, toutes ces péripéties, alors c'est vrai qu'il y a que les gens qui font rien et qui n'ont pas d'emmerde, clairement. Et c'est vrai que j'en ai eu beaucoup sur des choses très visibles, notamment les Vendée Globe et un peu la route du Rhum. Ma première s'était terminée aussi. Mais on va remontrer les images de la dernière route du Rhum, parce qu'il y a quand même une jolie place. En 2018, il y a une 5e place. On revoit ces images à l'arrivée. Il y a des souvenirs forts de cette arrivée en Guadeloupe. Est-ce qu'elle est aussi compliquée à négocier qu'on veut bien le dire? Et est-ce qu'on a peut-être un petit conseil à donner à nos deux bisus qui sont là aujourd'hui? Alors pour nous, c'est une euphorie de terminer, quelle que soit la place. On est content d'en terminer. Il fait beau en Guadeloupe. Il y a toujours une super ambiance. C'est plutôt sympa. Et moi, je vais vous raconter une petite anecdote parce qu'en pas de la dernière édition, mais de celle d'avant, parce que j'étais arrivé 3e, donc mes partenaires étaient venus, ils avaient loué un petit bateau, ils m'avaient retrouvé à Basse-Terre, ils avaient navigué autour de moi toute la journée, il faisait super beau, on arrivait en milieu de journée, enfin, c'était parfait, ils avaient la musique à bord, je les soupçonne d'avoir aussi un peu de rhum.
Voilà. C'est L'abus possible. d'alcool est dangereux Et à pour un la santé, moment, vous le j'étais savez. en train d'arriver, j'étais un peu concentré parce qu'il y a plein de casiers, il y a plein de trucs, voilà, à pas rater. J'étais un peu concentré et puis au moment, j'ai perdu de vue, quoi. Je ne me suis pas inquiété, j'ai passé la ligne d'arrivée. Alors là, il y a évidemment l'euphorie, il y a les jaugeurs qui montent à bord, il y a le public, on nous emmène à la Darse, là, voilà, où il y a des centaines de médias. Et puis je me demandais où vous étiez passé, parce qu'il y avait quand même les pare-battages du bateau, et donc je ne savais pas comment amarrer le bateau. Et en fait, ils ont coulé. Donc ils étaient 8 sur un petit bateau, ils ont coulé, ils ont passé 2 heures dans l'eau. C'est pas très chouette comme anecdote, Quito. Bon, c'est bien terminé. Oui, bon, ça J'ai va. failli perdre dans le même moment ma femme, ma fille, mon sponsor principal, et puis quelques copains qui étaient à Bon, bord. là, ils restent tous en France, là, Voilà, cette donc fois. Hein. moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire attention aux bateaux qu'on loue à l'arrivée. Faites attention à vos familles à l'arrivée. On parlait de transmission, de partage avec Quito. Benjamin, vous avez eu un grand monsieur qui a joué un rôle important au début de votre carrière et puis encore aujourd'hui. C'est Jean Le Cam. Ouais, bah c'est en grande partie grâce à lui que je me retrouve sur ce bateau-là aujourd'hui. Jean, j'avais croisé sa route. Moi, je me préparais à traverser l'Atlantique au Sextant. On va y revenir, c'est complètement fou cette histoire. Et Jean, lui, préparait son Vendée Globe 2016. C'était une période où il avait du mal à trouver des sponsors. Et du coup, on avait invité notre communauté sur le projet Cap à l'Ouest à s'investir pour aider Jean à être au départ. Et en fait, j'avais envoyé un peu une bouteille à la mer en invitant Jean à naviguer sur notre bateau. Et il avait répondu par la positive, il était venu, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et en fait, à la fin de ma mini transat, il m'a invité à dîner chez lui avec Anne, sa femme. Et voilà, et pendant la soirée, il a planté une petite graine dans un coin de ma tête de préparer le prochain Vendée Globe. Et c'est comme ça que c'est parti. Et en fait, tout le projet, on l'a axé autour de la transmission entre les générations. Moi, je suis fasciné par la richesse qu'il y a par l'apprentissage de l'expérience. Et du coup, même mon sponsor principal, il y a une asso dans les voiles aussi qui crée des duos entre des personnes expérimentées et des jeunes issus de l'immigration pour les faire retrouver le chemin de l'emploi. Duo for a Job, c'est le nom Duo for a Job, exactement. de l'association. Je voudrais qu'on revienne sur ce parcours un peu atypique. Au début, ça commence bien, ici à Saint-Malo, on regarde la route du Rhum, tout ça. On fait des études à Rennes, à Lille, et puis d'un coup, on décide de faire le tour du monde en stop, puis de traverser l'Atlantique au Sextant. 3 mois et demi, ça a pris quand même la petite aventure. Donc, on le disait l'autre jour lors de la présentation des skippers, il faut que ça aille un peu plus vite cette fois, hein, Benjamin. Nous, tout le monde nous avait dit qu'il fallait 3 semaines pour traverser l'Atlantique. On a mis 3 mois et demi. Et mais en termes de nourriture, vous avez fait comment? Parce que on s'est arrêté. Vous êtes arrivé tout maigre, non? C'était une aventure incroyable parce qu'on est parti avec 2 copains d'enfance de Saint-Malo et on n'avait aucune expérience de voile avant de partir. Je crois qu'à nous 3, on avait passé peut-être une nuit en mer sur un bateau. Et on est parti avec l'esprit de renouer avec l'esprit de la navigation d'antan, essayer de sentir les éléments, la terre. On avait un spi à bord, on l'a envoyé une fois. Le bateau s'est couché, on s'est dit oula, c'est trop compliqué pour nous, on ne l'a plus jamais ressorti. Donc effectivement, ça a pris un petit peu de temps pour arriver de l'autre côté. Et voilà, et c'était une aventure incroyable. Et moi, c'est pendant cette traversée que je suis tombé amoureux du large, en fait, de ce qui pouvait se passer dans les océans. Et c'est après que j'ai découvert, en fait, comment on faisait du bateau, que j'ai appris, j'ai fait la mini transat. Bon, après, vous avez appris vite, hein, parce que la mini transat 2019, c'est une 3e place dans l'ancien mini de Clarisse Kremer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous vous retrouvez dans un bateau qui a été aussi occupé Je par... navigue que sur les bateaux de Clarisse. Sur les plateaux de Clarisse. Et avec cette petite statistique, alors qu'on vous voit remonter dans votre mât au moment de l'arrivée de la mini transat, le bateau actuel n'a jamais pris un départ sans gagner la course dans laquelle il était engagé. Vous avez quand même un max de pression, ouais, Benjamin. J'ai appris ça cette semaine, j'en rigole parce que voilà, aujourd'hui c'est surtout Paul Meillat qui remet son titre en jeu et pas du tout mon bateau. Mais c'est vrai que c'est un bateau qui est mythique parce que il a gagné le Vendée Globe avec François Gabard, il a gagné 2 fois la route du Rhum. Et ça se sent, quoi. Moi, j'aime bien les bateaux qui ont une histoire. Il a dérivé en plein milieu de l'océan quand Paul s'est blessé et a été embarqué. Il s'est rempli d'eau, il a retrouvé vie. Et c'est un bateau extraordinaire. Et moi, je me sens bien sur ce bateau, je me sens confiant sur ce bateau. Et une belle Vendée Arctique, déjà? Ouais, une superbe Vendée Arctique. Alors après, je remets quand même le curseur. Il y avait une super place à la Vendée Arctique. Mais voilà, c'est une course qui a été interrompue, qui a duré 6 jours. Il y a un phénomène météo qui a fait que j'ai bien traversé une dorsale.
Et voilà, et du coup, on en a beaucoup parlé parce que je me suis retrouvé en tête pendant 48 heures devant les foilers. Donc c'était génial. Moi, je prenais des screenshots. Je croyais qu'il y avait un problème de rafraîchissement de la page. Mais non, tout ça c'est chouette. Mais c'est chouette pour les partenaires, pour tous ceux qui m'ont accordé leur confiance il y a 1 an, là où il n'y avait pas beaucoup de personnes qui croyaient en mon projet à ce moment-là. C'est pour eux que j'étais content de ces résultats. Mais je sais que la route du Rhum, ça va être une autre paire de manches. Et j'ai appris sur ce bateau que chaque excès de confiance en mer est vite sanctionné. Et ces bateaux-là... ça pardonne pas. Oui, exactement. Vous avez prononcé le mot météo. Je voudrais, pour terminer cette émission, vous montrer les prévisions météo de dimanche à l'heure du départ. Quito, est-ce qu'on est inquiet? Rapidement, s'il vous plaît. Oh, je pense qu'il y a plusieurs modèles et tous les modèles ne sont pas d'accord. Donc il faut attendre encore un petit peu pour savoir ce qui va se passer. Alors ce qui est vrai, c'est que ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est pas très sympathique. Ça complique un petit peu le rôle, notamment des organisateurs. Moi, je croyais que le rouge, c'était parce qu'il allait faire chaud. C'est pas ouais, ça? c'est ça. C'est pas ça. Hein? Il y a des petites flèches avec du vent, a priori, aussi autour. C'est pas ça, alors. Voilà. Non, on va voir. Ils seront fiables à peu près quand? Je pense que jeudi, on aura une bonne idée. On pourra se caler dessus. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt. On voit qu'il y a des modèles qui divergent beaucoup. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait des conditions un peu souples pour sortir tous les bateaux. Ça va notamment déjà être les multicoques et les IMOCA. Le premier enjeu de la fin de semaine. C'est vraiment pas simple. Et évidemment, je pense que les organisateurs sont un peu inquiets. Et il y a de quoi. Et on vous en reparlera bien sûr dans ces émissions au fil des informations qui nous parviennent, la sortie des écluses et puis ce grand départ dimanche, puisque nous sommes à 5 jours. Vous continuez à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux. On est sur toutes les plateformes bien évidemment, notamment cette émission que vous pouvez retrouver en replay sur Facebook et YouTube. Vous téléchargez l'appli Route du Rhum aussi, elle est hyper importante, notamment si vous venez ici du côté de Saint-Malo pour retrouver les bateaux de nos invités. Merci en tout cas à tous d'être passés par ici à quelques jours de ce départ, d'accumuler les sollicitations médiatiques. Merci beaucoup à Mireille également de nous avoir rendu visite, le CIC partenaire de cet événement. Et on va se retrouver demain, même heure, 13h, avec 3 invités au palmarès incroyable. François Gabard, Philippe Poupon et Catherine Chabot seront avec nous d'ici là. Très belle journée et à demain.